Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'inauguration officielle du colloque, du Centre franco-paix en résolution des conflits et mission de paix. Mon nom est Bruno Charbonneau, j'en suis le directeur et vous me permettrez d'abord de donner la parole à mon ami et collègue Charles-Philippe David, titulaire de la chaire Raoul Dandurand et pour qui, en fait, grâce à qui tout ça est possible. Charles-Philippe. Merci infiniment, Bruno, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, encore pour un mois et demi avant de tirer ma révérence et passer le flambeau à mon jeune collègue et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Frédéric Gagnon, professeur au département de sciences politiques. Mais vraiment, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, très égoïstement, de célébrer avec vous et avec Bruno, certainement, le lancement, l'inauguration de franco-paix. J'aimerais saluer la présence de gens très importants et de gens très significatifs dans la vie de la chaire Raoul Dandurand et dans ses nombreuses réalisations. Monsieur le sous-ministre Jean-Stéphane Bernard est ici du ministère des Relations internationales. Le ministère appuie de manière résolue, de manière fidèle, depuis 20 ans maintenant, la création puis les destinées de la chaire Raoul Dandurand. Et nous lui sommes, ce ministère et Jean-Stéphane, très reconnaissants pour cet appui qui n'est jamais complaisant, un appui exigeant que nous réalisions des travaux et des objectifs toujours sérieusement atteints et sérieusement documentés. Je voudrais remercier, et nous allons, tout à l'heure, Bruno le présentera, M. Clément Duhem, ancien chef de cabinet du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et évidemment associé aussi au ministère des Relations internationales du Québec. Et sans l'aide de Clément, rien de ceci ce soir ne serait possible. Et je lui exprime ma reconnaissance personnelle pour avoir cru dans la mission et dans la réalisation de l'OIF. Madame Lorraine Jiménez est ici aussi ce soir de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle représente l'OIF et pourra transmettre nos messages de remerciement à l'organisation dont parlera un peu plus Bruno Charbonneau. Et enfin, je tiens à remercier la présence, sans doute, peut-être ici, mais au cocktail, assurément, de 3 représentants du ministère des Affaires étrangères du Canada qui sont parmi nous également pour célébrer le lancement donc de franco-paix. Je salue la présence certainement de mon collègue Bruno Charbonneau. Bruno, donc, qui s'occupait du jadis Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires jusqu'au 31 décembre 2015, a bien voulu prendre la direction du Centre franco-paix sur la résolution des conflits et les missions de paix. Cela fait au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, n'est-ce pas, Clément, que nous croyons collectivement, ce n'est pas le travail d'une seule personne, collectivement qu'il y a un besoin dans le monde francophone pour de l'expertise francophone, avec une signature francophone, car c'est là une organisation, la francophonie, qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais notamment les questions de sécurité, les questions de conflits armés, les questions de missions de paix, notamment, et pas seulement en Afrique francophone, que c'est là un sujet d'étude qui mérite pleine attention. Or, il n'y a pas de centre francophone d'études sur la résolution des conflits et missions de paix en langue française, et nous croyons depuis bien des années maintenant qu'il était nécessaire de mettre des forces en commun. Les forces certainement du Québec, celles du Canada, celles de la France, celles des pays qui participent à l'OIF et certainement celles de l'organisation mère de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous y sommes arrivés grâce à une subvention de départ et pérenne de l'Organisation internationale de la francophonie, grâce à l'appui du ministère des Relations internationales. On l'espère, d'autres appuis qui viendront. Nous sommes en mesure de pouvoir faire naître ce centre de recherche, ce centre d'activité, ce centre d'analyse des enjeux qui touchent les missions de paix et la résolution de conflits. Je souhaite longue vie et bonne chance à ce nouveau centre franco-paix. Je puis lui assurer à ce centre que la chaire Raoul Dandurand, je parle aussi au nom de mon successeur, autant que moi, allons lui apporter tout notre concours, tout notre appui moral, toute notre aide. Et on souhaite à Bruno longue vie avec franco-paix
et de pouvoir, au mérite, faire rayonner ce centre pour bien démontrer à tous les gens qui s'intéressent à ces sujets-là qu'il y a une place dans la francophonie pour de telles analyses et de telles études. Je vous remercie d'être là ce soir et nous aurons l'occasion plus amplement de célébrer tout à l'heure. Je cède la parole à Bruno pour présenter un petit peu son projet et surtout présenter notre invité spécial, vous l'avez deviné, M. Clément Duhem. Alors, à tout de suite ou à tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci, Charles-Philippe. Avant de vous présenter Francopais, j'aimerais moi aussi remercier énormément de personnes. Je voudrais d'abord vous remercier d'être ici ce soir avec nous. J'aimerais donc remercier aussi, et particulièrement le professeur Charles-Philippe David, qui, sans lui, 120 années d'efforts, 120 d'années, si vous voulez, de persévérance et d'inspiration, la chaire n'aurait pas survécu 2 décennies, mais le Centre Francopais aussi n'aurait pas pu exister. Il m'a accueilli les bras grands ouverts en 2012 en m'offrant effectivement la direction du défunt Observatoire sur mission de paix et les opérations humanitaires. En bref, il m'a donné sa confiance et le soutien nécessaire à la création du Centre Francopais. Merci, Charles-Philippe. Merci également, évidemment, aux gens de l'OIF, l'Organisation de la francophonie, qui a démontré, qui ont cru, en fait, au projet. D'abord, monsieur, effectivement, Clément Duhem, qui s'est assuré de nous ouvrir les portes, qui nous s'est assuré que les oreilles attentives soient à l'écoute, qu'on étudie notre projet. Bref, il nous a donné cette opportunité. Ses collègues, qui malheureusement n'ont pas pu être avec nous ici, Georges et Alassane, de la Direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique, ont particulièrement porté notre projet également. J'aimerais les remercier. Et dans le cas d'Alassane, je lui souhaite un prompt rétablissement parce que justement, il devait être ici avec nous, mais il est malheureusement malade. Et j'espère effectivement que le partenariat avec l'OIF sera un qui durera pour les 2 prochaines décennies de la chaire et qui pourra peut-être effectivement s'étendre avec d'autres partenaires. Finalement, en fait pas finalement, mais merci aussi à toute l'équipe de la chaire, sans qui l'organisation d'un tel événement est impossible. Je voudrais remercier Maxime Ricard, qui est le coordonnateur du Centre Francopais. J'aimerais remercier Astrid. Ils nous ont tous accueillis à l'entrée en passant. Astrid Ellefson, Isabelle Maigret, la femme en bleu en haut, Aurélie Alain, j'ai pas pu m'empêcher, excuse-moi Isabelle, et Céline Waclet. Finalement, mais non les moindres, j'aimerais remercier très chaleureusement tous mes amis et mes collègues qui ont travaillé, participé, encouragé, et plus encore, à l'organisation, aux discussions, aux événements, aux écrits menant à notre soirée et à celle de la journée de demain, aux projets en cours et de l'avenir. Merci à mon ami ici à l'avant, Frédéric Gagnon, futur, effectivement, titulaire de la chaire Roldan-Durand. Merci à Julien Toureille, Cédric Jourde, Jonathan Sears, Geneviève Parent, Yvan Connoir, Émile Ouedraogo, Jérôme Mellon, Adam Sandor et Emmanuel Goffi pour vos efforts dans les événements des prochains jours. Et si j'en oublie, vous me pardonnerez. Merci à Michel, Michel Duval, qui, en tant qu'ambassadeur de l'Observatoire et maintenant du Centre Francopais, nous a bien aidés effectivement à travers toutes ces années. Donc, merci, chers amis, chers collègues. Bienvenue à tous ce soir et j'espère vous revoir demain. Pour les prochaines minutes, je veux seulement aller très rapidement parce que je ne veux pas voler la vedette à notre invité, mais je veux vous présenter en fait ce qu'est Francopais, en espérant que tout fonctionne bien. Le Centre Francopais, en fait, comme je disais, évidemment ancré, fait partie de la chaire Roldan-Durand. Donc, ça fait partie d'une équipe dynamique qui est bien connue. On a fêté effectivement le 20e anniversaire il y a déjà 3 semaines. Et effectivement, ça vient avec toute une expérience, en fait, toute une équipe d'expérience et d'expertise. Et tout ce qui pourrait être aussi contact et réseau qui nous permettent justement de porter la bonne parole francophone et l'expertise justement dans le domaine, je l'espère, à l'avenir. Et c'est ça à travers le Québec au-delà.
Le Centre Franco-Paix, essentiellement, pour moi, ma vision, si vous voulez, du Centre Franco-Paix, c'est d'abord effectivement de valoriser la recherche scientifique, la formation universitaire en français dans le domaine de la résolution des conflits. C'est aussi, à un certain égard, mais pas exclusivement, à propos des mondes francophones. S'il y a un domaine de recherche qui est bien établi dans le monde autre que francophone, anglophone, les Peace and Conflict Studies, notamment Conflict Resolution, c'est quelque chose qui, curieusement pour moi, n'existe pas vraiment en français dans le monde francophone. Oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus un peu partout dans le monde, mais disons, j'aimerais, ou je pense que c'est certainement, comme Charles-Philippe le disait, une entreprise, un projet à porter et qui est très important. Donc, c'est aussi contribuer justement à tout ce qui est résolution des conflits, mais à cette diffusion, notamment dans le cadre d'activités comme demain, mais aussi dans le cadre d'activités que vous voyez peut-être pas, mais qu'on a eu par exemple cet après-midi, en février dernier, en octobre, et qu'on aura l'année prochaine, c'est-à-dire des activités de coproduction. Si je peux les appeler ainsi, coproduction du savoir avec soit le public, mais surtout aussi avec des gens comme, on a ici Jérôme Melon, on a Lorraine de l'OIF, donc des praticiens, des décideurs, des gens qui travaillent de l'autre côté du mur, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est un mur, mais parfois, des fois, ça a l'air d'un mur. On ne se parle pas nécessairement. Et donc, dans ce sens-là, Franco-Paix, j'espère, participera à établir ce dialogue et cette coproduction d'un savoir, d'une expertise. Et finalement, c'est aussi, je vois ça comme une opportunité de créer une communauté afin de faciliter les échanges, faciliter la mobilité, faciliter les échanges intellectuels et la circulation du savoir. Donc, à terme, évidemment, c'est peut-être ambitieux, mais essentiellement, c'est d'établir des liens, pas juste à Montréal et avec Ottawa et la Ville de Québec, mais bien au-delà, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que présentement, on travaille beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest, mais dans le monde francophone en général, que ce soit Paris, en Afrique ou au-delà. Donc, c'est, si vous voulez, ma vision de Franco-Paix. Très rapidement sur nos activités très concrètes dans la dernière année, en fait officiellement depuis janvier, mais bon, on avait commencé un peu avant. On a le groupe de travail sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et en fait, demain, on présente nos premiers travaux. Donc, on a 2 sous-groupes. Mes collègues sont ici ce soir, ils vont parler demain. Le sous-groupe sur les élections et les transitions politiques et un autre sur les opérations de paix, les interventions de paix. Et notamment avec ma collègue de l'Université Saint-Paul à Ottawa, on a décidé de commencer un groupe de travail sur la résolution des conflits. Donc, d'abord, on y pense d'un point de vue conceptuel, intellectuel, universitaire, et on verra où on va développer, mais on va commencer ça en septembre, et j'ai invité, évidemment, je vous invite tous à y participer si ça vous intéresse. Nous avons également le bulletin Franco-Paix qui sera étalé sur la table demain, vous pourrez voir. Qu'on publie à tous les mois, sauf les vacances de juillet et août, et qui a déjà vu son 4e numéro apparaître là, il y a quelques jours. Et évidemment, il y a tout ce qui est production à voir et à planifier, comme on discutait cet après-midi, en termes de documents d'orientation, documents d'analyse, les fameux policy papers, policy briefs. Là, il va falloir trouver des bons termes francophones pour les traduire d'ailleurs. Vous voyez, même le langage est difficile à trouver parfois. Et évidemment, en groupe et individuellement, on a notre production de recherche. Vous allez voir cette équipe-là demain, d'ailleurs. Et seulement pour terminer, parler rapidement aussi de la façon qu'on cherche à aller au-delà justement de Montréal, Québec et tout ça. Il y a déjà, j'avais commencé en fait en 2014 à travailler avec des collègues européens et africains à la construction d'un réseau, ici le West African Peace and Conflict Network, qui est un réseau vraiment tricontinental sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, qui a son site web, vous pouvez voir ici. On a eu notre 2e colloque annuel à Accra la semaine dernière, qui est vraiment un réseau de débats et de discussions. Donc, contrairement à Franco-Paix, il n'y a pas ici de production comme telle d'expertise, mais bien c'est un lieu de rencontre justement pour permettre cette mobilité, ce transfert des connaissances dont je vous parlais. Et donc, je vous présente maintenant notre invité pour ce soir, M. Clément Duhem, qui nous entretiendra sur les bilans et perspectives, il ne faut pas que je me trompe, de la prévention et résolution des conflits en francophonie. M. Clément Duhem est sous-ministre administrateur d'État du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec.
Il était de 2006 à 2015. Il a travaillé avec nous juste avant de partir, d'ailleurs, il faut le souligner. Il n'avait pas à faire ça, mais il l'a fait dans les dernières semaines, sinon les derniers jours, si je me rappelle bien. Donc, je recommence. Il était de 2006 à 2015 l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, nommé à cette haute fonction par Abou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie. Il était chargé d'exécuter, d'animer, de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale. Délégué général du Québec en France et représentant personnel du premier ministre du Québec auprès des instances de la francophonie d'octobre 2000 à décembre 2005, Clément Duhem a mené depuis 25 ans une carrière professionnelle et diplomatique en étroite relation avec la francophonie. Monsieur Duhem, merci beaucoup. Et je vous cède la parole. Merci. Très bien, merci. C'était d'abord saluer Monsieur le sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Jean-Stéphane, qui m'a si bien accueilli depuis un an que je suis de retour au Québec après 32 ans de vie à l'international. C'est un moment d'anniversaire, vous m'invitez à un moment de fête. 20 ans de la chaire Raoul Dandurand. Charles Philippe se rappellera qu'il y a 15 ans, dans un café d'Outremont, on refaisait le monde, mais en même temps, il me sensibilisait à cette magnifique ambition qu'il avait. Et à ce moment-là, j'étais conseiller de Boutros-Boutros-Ghali. Et il est vrai que l'histoire retiendra que tu as dû te battre pour arriver à développer cette chaire qui est maintenant une référence, avec les écoles d'été aussi qui se sont ajoutées depuis 10 ans, un autre anniversaire, et puis le nouveau-né, le dernier né, qui est le Centre Franco-Paix, et je souhaite vraiment tout le succès. Comme je l'ai dit, je n'ai plus les moyens d'obtenir des financements, mais j'ai du temps, et je me ferai un plaisir de participer au développement de ce Centre Franco-Paix auquel je crois beaucoup. Et Lorraine Jiménez, qui représente l'Organisation internationale de la francophonie, ma chère Lorraine, c'est que Georges Naxeux, maintenant, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui aurait tellement aimé avec nous, bien, Georges, qui est un Québécois d'origine camerounaise, est le nouveau directeur de la direction chargée des affaires politiques, de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Voilà quelqu'un que vous n'aurez pas à convaincre, Je veux remercier aussi, après avoir rendu un hommage, Charles-Philippe, mérité, parce que tu le mérites. Souvent, dans notre vie, on n'a pas toujours de la reconnaissance. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que depuis que j'ai terminé la francophonie, j'ai eu beaucoup de reconnaissance. Et tu le mérites, et j'espère que tu auras dans les prochaines années encore de grands motifs de satisfaction et de joie. Mais je veux remercier aussi le professeur Julien Toureille, de la chaire Raoul Dandurand. Je suis très heureux qu'il ait répondu avec vigueur et avec force à l'affirmation d'universitaires anglo-saxons pour qui les pays francophones constituent un terreau fertile pour le terrorisme. Dans un autre domaine d'idées, ça me rappelle, il y a 10 ans, quand Doing Business avait dit il faut que tous les pays se mettent à common law, puisque la tradition civiliste, ça n'amène pas le développement économique. Et là aussi, des universitaires, des chercheurs francophones, chiffres à l'appui, avaient répondu à cette affirmation. Pour moi, c'est l'importance justement de la recherche que je veux souligner dès le début de mon propos, de la recherche et du partage des connaissances. C'est le travail que fait l'Agence des universités de la francophonie, avec son réseau aujourd'hui de plus de 800 universités. Je crois que ça, c'est très important, que les expériences entre francophones, on les partage entre nous. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, il faut les partager aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même 280 millions, 275-80 millions de parlants français dans le monde. On n'est pas tout seul. Il faut partager avec ceux-là, bien sûr. Mais je pense que cet échange, et le Forum Saint-Laurent d'ailleurs, que j'ai vécu pour la première fois, on nous dit, est un très bel exemple. M. le sous-ministre y était. On a pu constater que voilà un projet qui, comme la conférence de Montréal sur l'économie, comme l'ACFAS dans le domaine de la recherche scientifique, eh bien, pourquoi le Forum Saint-Laurent ne deviendrait-il pas, au cours des prochaines années, le lieu de rencontre des francophones dans le monde pour discuter, partager sur les enjeux de sécurité internationale? C'est l'ambition que je souhaite à ce forum, parce que nous devons partager entre nous et partager avec les autres. La semaine dernière, au Forum, justement, Saint-Laurent, beaucoup l'ont dit, il faut communiquer avec les autres grands ensembles linguistiques aussi, ce que nous produisons comme savoir.
Comme vous l'avez dit, j'ai eu le privilège pendant ma carrière de voir évoluer, de voir se transformer la francophonie. Dès 1988, j'ai servi comme conseiller spécial Jean-Louis Roy, à partir de 90. Ensuite, j'étais au cabinet de Boutros-Ghali et j'ai eu le bonheur, vraiment le bonheur, pendant 10 ans, de servir Abdou Diouf. Et ça, pour moi, ça a été un privilège. Et je crois que si la francophonie, depuis 1970, a toujours été une championne de la diversité, l'expression que le ministre des Affaires étrangères, M. Dion, disait au Forum, la francophonie a depuis 1970 cette mission. Son défi quotidien, c'est d'arriver quand même à avoir un dialogue, parce qu'elle est nord-sud, cette organisation, et puis elle est partie d'une vingtaine de pays, elle en a 80 aujourd'hui autour de la table. Donc, c'est son défi permanent de faire vivre le multilatéral, et vous le savez, vous qui êtes plongé dans ces enjeux, que le multilatéral est vraiment aujourd'hui la clé de résolution de bien des difficultés. La francophonie politique, elle est donc le résultat d'une démarche volontariste, d'une décision collective d'aller plus loin ensemble. Elle est aussi le fait de femmes et d'hommes qui se sont engagés et qui ont forcé le destin et accéléré le surgissement de cette francophonie politique. L'implication de la francophonie dans le domaine de la paix et de la sécurité, c'est une construction relativement récente. L'organisation est jeune aussi. Mais elle s'est engagée de façon progressive à partir du moment où les chefs d'État et de gouvernement ont pris la question à bras-le-corps. Et je crois que c'est important de rappeler les bases. Pourquoi la francophonie s'est intéressée? Parce qu'il y a eu beaucoup de craintes de cette francophonie qui, au départ, est culturelle et linguistique. Beaucoup de craintes de voir la francophonie s'intéresser aux enjeux politiques, aux enjeux de paix, démocratie, droits de l'homme. Parce que jusqu'à ce qu'on adopte un certain nombre de textes, et les sommets, justement, ceux de 86, 87, et surtout le sommet de Dakar de 89. Le sommet de Dakar en 89, justement, va pour la première fois dire les chefs d'État et de gouvernement ensemble, très bien, on est pour la paix et la démocratie. Bon, jusque-là. Mais ils adoptent surtout une résolution que je vous invite à relire parce qu'elle est toujours d'actualité, la résolution de 89 sur les droits fondamentaux. C'est vraiment la base, le départ de cette francophonie qui va devenir de plus en plus politique. 2 conférences des ministres de la Justice aussi, en 1989 et en 1995, qui vont là affirmer qu'il ne peut y avoir de démocratie sans des élections libres, fiables, transparentes, sans une vie politique apaisée, sans une intériorisation de la démocratie. Mais on est dans cette période aussi où, avec les sommets de chefs d'État, tout est bousculé. Et jusqu'en 2000, la francophonie va souvent donner des leçons aux autres. Elle va dire « Ah, je suis d'accord avec l'Union africaine, je suis d'accord avec les Nations unies, je suis d'accord avec tout le monde. » Mais dans mon univers, autour de la table, là, on est une famille, donc on peut s'arranger entre nous. On n'est peut-être pas obligé de trop se condamner, de faire... On se parle entre nous familièrement, puis on essaie de changer ensemble. La rupture va venir avec, et va être précédée, bien sûr, la rupture va venir avec la déclaration de Bamako en 2000, qui est vraiment le premier texte normatif que la francophonie se donne, en allant jusqu'à la possibilité de suspendre ses membres, ce qu'elle va faire, qu'elle a fait régulièrement depuis cette époque. Mais avant, le terrain, justement, qui se prépare avec ces conférences, je crois qu'il est important aussi de dire que dans ce dispositif, la charte elle-même va être modifiée. Et la charte de modifier une première fois à Hanoï, à la fin des années 90, et modifié une deuxième fois en 2005, qui va inscrire justement le rôle du secrétaire général, qui va devenir le grand patron, la voix et le visage de la francophonie dans le monde. Et il a une mission justement politique qui lui est confiée par la charte et par les décisions des chefs d'État et de gouvernement. Et ça aussi, c'est des éléments peut-être secondaires, mais qui sont quand même importants quand on veut comprendre le cheminement de la francophonie. Donc, on aura vu Jean-Louis Roy, donc secrétaire général de l'ancienne structure qui va devenir l'OIF, qui s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique, l'agence intergouvernementale. Donc, Jean-Louis Roy va mettre ses prémices, puisque comme les chefs d'État à la fin des années 80 prennent ce virage en disant il faut un programme de coopération juridique et judiciaire. On va jusque-là, on commence, on dit il faut un programme de coopération juridique et judiciaire. Et Jean-Louis Roy, qui a déjà un passé comme Québécois de militant des droits de l'homme,
d'ancien journaliste au Devoir, qui a souvent exprimé de fortes convictions dans ce domaine-là, va mettre en place le premier département chargé de la coopération juridique et judiciaire et va développer avec Christine Dessouche et d'autres je dirais, un compendium de textes, de réflexions et d'initiatives qui vont faire que la francophonie va devenir crédible. Parce que la déclaration de Bamako, j'insiste, elle va être complétée par la déclaration de Saint-Boniface en 2006, donc sur la sécurité humaine, la responsabilité de protéger. Mais Bamako, vraiment, il faut le relire parce que chaque 5 ans, la francophonie a réuni des experts et des gens autour de la table, des spécialistes pour dire allons-nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans. Et ça, c'était très important parce que ça nous a permis, et vous allez le voir, je vais essayer rapidement, ça a permis de montrer que la francophonie pouvait devenir un acteur reconnu, respecté par les autres organisations internationales. Et comme nous sommes un forum la francophonie est un forum nord-sud qui n'a pas de leçons à donner, mais qui doit faire en sorte qu'elle soit exemplaire au sein de sa propre composition. Donc, ces exigences-là vont être extrêmement importantes. Boutros-Ghali, lui, après Jean-Louis, va donner, avec son carnet d'adresses extraordinaire, avec cet engagement d'agenda pour la paix qu'il avait fait aux Nations Unies, va donner cette forte impulsion pour faire passer l'organisation qui était perçue comme technique, comme assistance technique, va la faire passer à cette dimension politique, par ces grandes conférences qu'il avait déjà entreprises aux Nations Unies, qu'il va poursuivre en francophonie, avec les femmes, par exemple, avec les jeunes, avec le dialogue sur le multilinguisme dans les institutions internationales, pour qu'on respecte le français dans les institutions internationales, qui est toujours, puisqu'on n'a pas encore modifié les textes, langue officielle ou langue de travail de la plupart des organisations internationales et du mouvement olympique. Comme on le sait, je ne sais pas si on l'oublie, mais c'est un fait. Donc, si l'organisation a gagné en termes de présence, elle a maintenant des représentations politiques aussi auprès de toutes les institutions multilatérales, à New York, à Addis Abeba, à l'Union africaine, à Bruxelles, à l'Union européenne. Elle a développé, à partir de Boutros-Ghali, qui ne sera là que 4 ans, donc qui ne fera qu'un passage, mais un passage très remarqué. C'est Abdou Diouf qui va peut-être faire la synthèse de tout ça, parce que Boutros hérite d'États membres dont certains disent « Oh, l'élargissement de l'organisation, c'est pas bon. S'engager dans la prévention des crises et des conflits, est-ce que c'est vraiment ça qui va aider l'avenir du français ?» Donc, on est pris dans des débats, des tiraillements entre les États et les gouvernements, certains gouvernements participants aussi ayant peur de perdre de l'influence ou un rôle, parce que les enjeux politiques vont prendre plus de place que les enjeux de coopération. Donc, c'est président Diouf qui va, pendant ces 10 ans, faire cette synthèse entre la coopération et la politique, que l'organisation marche sur ces 2 jambes, solidement ancrée dans la réalité, puisqu'on le sait, le politique nourrit la coopération et la coopération nourrit le politique. Quand on se bat pour la diversité des cultures, comme on l'a fait à l'UNESCO, on fait de la politique. Et dans ce secteur, je crois que c'est ce qui a donné le secteur de la prévention des crises, la prévention des conflits, puisque je vais m'en tenir qu'à ça, je ne vais pas aborder tous les volets de l'action de la francophonie. Je crois que c'est ça qui a donné un autre regard dans le dialogue que nous avions avec les partenaires internationaux. Parce que nous sommes allés vers les autres pour dire, voilà notre forum à nous, ce qu'il peut apporter. Notre forum n'est pas un forum où, justement, on a constamment, comme aux Nations Unies, des tensions entre les groupes régionaux. On n'a pas ça. Pas encore. Ça viendra peut-être, mais on ne l'a pas. On a ce dialogue, cette possibilité de dialoguer ensemble. Je donne l'exemple du Rwanda, qui n'a jamais quitté la francophonie et qui, pendant qu'il avait suspendu ses relations avec la France, c'est à la francophonie où ils se rencontraient. Et je pourrais donner bien des exemples comme ça. Rapidement, je pourrais survoler les 3 volets de cette action dans le secteur et qui se tiennent bien, d'ailleurs, les 3 volets. C'est celui de la prévention des crises et des conflits, c'est celui de la gestion des crises et de l'accompagnement des transitions, et c'est celui de la consolidation de la paix. Sur le premier volet, c'est la prévention des crises. On le sait, toute politique de prévention des conflits n'a de sens et de chance de donner des résultats. Il faut qu'elle s'appuie, et c'est une priorité absolue, il faut qu'elle s'appuie sur l'alerte précoce.
la prévention s'inscrit en général dans un processus de longue haleine d'ancrage de la démocratie, de protection des droits, de renforcement des institutions. D'où la nécessité qui a été pour nous et pour d'autres de passer d'une culture de réaction à une culture de prévention. La réussite de toute action dépend de l'alerte précoce et que celle-ci dépend de la collecte d'informations et de l'élaboration d'analyses pertinentes, d'où l'importance, justement, de disposer d'informations et de renforcer, et c'est encore le cas aujourd'hui pour l'OIF, de renforcer ses capacités d'alerte. C'est une priorité pour elle. Elle a pris des initiatives, je ne donnerai que 2 exemples dans ce premier volet. La première, 2 rencontres de haut niveau, auxquelles on a participé en 2004 et en 2008. On a réuni des représentants des Nations unies, des représentants d'une vingtaine d'organisations internationales et régionales. Quel était le but, dans le fond? Comme vous avez fait, Charles-Philippe, toute votre vie, arriver à mettre les gens ensemble, arriver à faire travailler les gens ensemble, à dire sommes-nous capables tous ensemble de mutualiser, de mettre ensemble nos initiatives et de tirer dans la même direction. Je ne dis pas que c'est une réussite toujours, bien loin de là, mais on le sait, la difficulté de travail en silo n'existe pas que dans les administrations nationales. Mais ces concertations se poursuivent, puisque le secrétaire général des Nations unies, chaque année, réunit justement sur ces questions à des rencontres périodiques avec l'ensemble des organisations, dont l'OIF. Le deuxième exemple, extrêmement intéressant, c'est le panel de haut niveau sur la question de l'alerte précoce. Là aussi, on a réuni anciens ministres des Affaires étrangères, anciens praticiens, anciens secrétaires généraux des Nations unies, des chercheurs, des universitaires, pour dire sommes-nous capables de comment la francophonie peut, dans ce secteur, être la plus utile et la plus efficace. Je vous invite à relire justement sur le site francophonie.org, que je n'alimente plus, bien évidemment, depuis 1 an, mais qui est très, très bon. En termes de documentation, je vous invite à y aller pour relire ce panel, puisqu'il n'a pas pu être, les conclusions n'ont pas pu être mises en œuvre pour des questions de moyens. Mais certains des éléments ont pu l'être. Donc, l'alerte précoce est un mécanisme fort utile. Elle a prouvé son efficacité sur le terrain. Les activités politiques et diplomatiques qui sont conduites à ce titre, vous le savez bien, ne sont pas toujours publiques. Elles sont souvent menées discrètement, voire parfois même sous le sceau du secret. D'ailleurs, un reproche qu'on a souvent fait au président Diouf en termes de communication, c'est de ne pas, à chaque fois qu'il intervenait et qu'il trouvait une solution à un conflit, à une difficulté, c'était de ne pas en parler. Et souvent, je sais que la direction des coms s'arrache les cheveux sur la Guinée ou sur Madagascar ou sur la Centrafrique en disant « mais pourquoi on ne peut pas dire, révéler l'action que le président Diouf a eue en recevant l'opposition, en les enfermant dans son bureau jusqu'à ce qu'il trouve un consensus ?» Ça fait partie aussi du travail d'alerte et surtout de tentative de résolution des conflits. Depuis la fin de la guerre froide, vous le savez, les conflits, dans leur grande majorité, surviennent dans un contexte d'affaiblissement de l'État ou de la fragilité des institutions. Ces dernières ne sont plus en mesure, souvent, de garantir la sécurité de leurs citoyens, d'assurer le respect des droits et de s'acquitter de leur rôle en matière de développement. Donc, la prévention structurelle, qui s'ajoute justement à la prévention opérationnelle, vise à approfondir cette vie démocratique. Elle se traduit par un appui aux institutions, ce que la francophonie a essayé de faire, justement, et j'y viendrai. Elle a développé des programmes avec des outils dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises. Elle fait aussi tout un cycle de formation avec ses partenaires pour, justement, parvenir là aussi à transmettre les techniques de facilitation et de médiation. Mais je dirais que le plus important de l'action de la francophonie, ce sont ses réseaux. J'ai toujours été un militant des réseaux. J'ai toujours considéré que la francophonie n'aurait jamais les moyens et les capacités humaines de réaliser l'ambition de ses chefs d'État et de gouvernement. Mais que la francophonie, elle n'appartient pas à l'OIF. Elle appartient aux hommes et aux femmes qui sont francophones et qui croient que la francophonie porte des valeurs universelles et souhaite que ces valeurs universelles portées par cette langue, qu'on puisse justement aller plus loin. D'où l'importance de mobiliser tous les réseaux qui s'intéressent dans tous les domaines. Et là, ça a été formidable parce que dans le domaine de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix, aujourd'hui,
C'est 16 réseaux institutionnels. C'est les commissions électorales, c'est les cours constitutionnelles, c'est les hautes autorités de la communication, c'est les avocats, c'est dans tous les secteurs, justement, les régulateurs, les protecteurs des citoyens, les médiateurs. Tous ces réseaux francophones, dont plus de la moitié ont été initiés par le Québec. Ça, c'est le hasard de la vie. Mais la moitié de ces réseaux institutionnels, et là je peux le dire puisque je suis revenu au pays, j'ai plus ma casquette multilatérale, j'en suis très fier, puisque plus de la moitié ont été initiés ici. Et puis elle s'ajoute à la force de la... Et ça c'est la force pour moi de la francophonie, elle s'ajoute à ces autres réseaux. Là, je vous parle des 16 en matière de paix, démocratie, droits de l'homme, mais vous avez les réseaux en matière culturelle, en matière économique, qui se sont mis en place, surtout ces dernières années, encore de façon plus importante. Le réseau des parlementaires de la francophonie, le réseau des universités, dont j'ai parlé tout à l'heure, TV5 Monde, qui est un instrument aussi qui contribue à la prévention des crises et qui a maintenant pignon aux Nations Unies. Les maires francophones, qui sont quand même maintenant 150, grandes villes et métropoles. Donc, si on arrive à mettre ensemble tous ces acteurs clés de la coopération francophone et qu'on tire le meilleur de ces réseaux, j'ai été témoin pendant surtout les 10 dernières années qu'il nous faut encore multiplier ces réseaux. Et Francopaix, c'est un autre type de réseau, mais c'est des réseaux de chercheurs qu'il faut mettre en place au niveau mondial, comme pour le Forum Saint-Laurent sur la sécurité. Voilà un bel exemple aussi, où tous les réseaux francophones doivent venir alimenter et partager ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on compense l'insuffisance ce que j'appelle les capacités limitées de l'organisation en matière financière. Drame, elle a toujours été confrontée à ça, elle n'est pas toute seule, et à l'insuffisance aussi des engagements qui sont versus les ambitions qui sont affichées. Le deuxième volet, rapidement, c'est la gestion elle-même des crises, l'accompagnement des transitions. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui a été important en 2000 dans la déclaration de Bamako, c'est son chapitre 5. Son chapitre 5, c'est lui qui justement dit, voici, pour rétablir l'ordre constitutionnel, pour rétablir une démocratie, voilà les exigences. Et vous ne voulez pas ces exigences, on vous suspend de toute la coopération et de votre présence aux instances. Le seul volet, c'est qu'on continue à vous accompagner pour rétablir la démocratie. Ça, on continue. La francophonie n'a jamais suspendu un pays en disant « je m'en occupe plus ». Un peu peut-être un pays que je ne nommerai pas, où c'est les narcotrafiquants qui dirigent, où on l'a suspendu depuis très longtemps. Mais dans les autres domaines, justement, c'était extrêmement important que la francophonie soit crédible. Elle est devenue sérieuse grâce à la mise en œuvre, parce qu'on peut avoir un texte, mais vous le savez, on a des textes aux Nations Unies ou l'Union africaine ou ailleurs qui dorment parfois, qu'on n'active pas toujours. Donc la démarche de la francophonie ne s'est pas limitée, vous l'aurez compris, à condamner ou à suspendre, mais à accompagner. Et ça, c'était un élément important. Et puis les outils que le secrétaire général s'est donnés avec sa direction politique, c'est justement les mêmes, on n'a pas inventé la roue, c'est les envoyés spéciaux. À condition qu'ils soient de bonne qualité comme on le fait aux Nations Unies, on voit la vertu des envoyés spéciaux, que ce soit les déclarations, que ce soit aussi les plans d'accompagnement d'un pays en sortie de crise, qu'on a fait avec le Mali, ce qu'on a fait avec Madagascar, la Côte d'Ivoire ou d'autres, après une longue période de situations extrêmement contraires aux règles de droit et de démocratie, il faut que la communauté francophone dise, bien, maintenant que vous avez retrouvé la voie de la bonne gouvernance, nous, on est là aussi avec les autres pour faire un plan d'action, pour vous accompagner dans tous les domaines, pour que la francophonie soit au rendez-vous, pas juste justement au moment où il y a la crise. Je pense qu'il y a aussi à souligner, et je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle des groupes internationaux de contact. Ça, c'est une initiative qui a été prise sous l'égide de l'Union africaine, et j'ai pu le voir en 2008-2009 en Mauritanie, en 2008-2010 en Guinée, 2010-2011 au Niger. C'est une approche novatrice dans la gestion des crises et des transitions. La composition varie évidemment selon les pays, mais règle générale, ce sont toujours au moins les membres du Conseil permanent de sécurité,
les membres africains non permanents de celui-ci, les organisations et les institutions qui sont impliquées dans le règlement des conflits et des crises et de la transition. Ces 3 groupes dont je viens de vous parler, qui ont été mis en place, ont vraiment contribué, je peux en attester, et je pense que les spécialistes peuvent le faire également, puisque vous avez un groupe spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest. Ils ont contribué activement à la négociation et à la signature d'accords de sortie de crise. Je crois qu'avec cet outil diplomatique, nous restaurons des solidarités qui prévalent à ce moment-là sur les violences et les intérêts. Le 3e volet, c'est la consolidation de la paix. C'est le 3e volet que j'aborderai avant de venir à la conclusion avec quelques interrogations sans langue de bois, j'essaierai. La consolidation de la paix. Sur ce volet, nous avons été étroitement associés. Nous avons été. Vous voyez, et Lorraine, il faut que je me corrige encore. L'OIF, la francophonie, a été étroitement associée aux travaux de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies, qui compte 6 pays, dont 4 membres d'ailleurs de la francophonie. La francophonie est consciente, évidemment, comme d'autres, que les processus de paix sont longs, sont complexes, d'une très grande complexité. Ils nécessitent des investissements à très long terme, parfois. Et on l'a vu aujourd'hui, les composantes se sont ajoutées aux militaires, civils, policiers, tout. Ça devient le déploiement important de ces opérations amène justement à avoir une présence francophone accrue. Parce qu'en 2005, à Madagascar, les ministres des Affaires étrangères de la francophonie avaient débattu pour la première fois des processus de paix. Et à ce moment-là, on avait constaté que 60% du personnel des Nations unies pour le maintien de la paix était dans les pays francophones. Donc les opérations de maintien de la paix se déroulaient, 60% des opérations étaient dans des pays francophones, et pourtant, il n'y avait que 10%, 15% au mieux, de personnel qui venait des pays francophones pour les opérations de maintien de la paix. Alors vous voyez la difficulté que ça représente en termes d'engagement aussi, de solidarité, mais en termes de communication, où on se retrouvait dans des pays francophones où personne, en tout cas une large partie des forces de maintien de la paix ne parlaient pas la langue du pays, quoi. Alors, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a eu un moment, le sommet de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, sommet qu'on pensait ne jamais pouvoir réussir, et pourtant qu'on a réussi en 2012, eh bien là, on a pris l'initiative de faire venir au huis clos politique Hervé Latsous, qui est le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, au huis clos politique. Les chefs d'État n'avaient jamais fait ça. Ils ont décidé de le faire venir pour dialoguer avec lui. Et à partir de là, il y a eu un véritable changement qui s'est opéré. Je pense que le secrétaire général, évidemment, s'y était engagé fortement, en harcelant les chefs d'État et de gouvernement comme il l'avait fait pour la ratification de la Convention de l'UNESCO, en les harcelant sans arrêt, en disant notamment la mission de paix au Mali, la mission de paix en Centrafrique. Et je pense que Centrafrique, je suis content parce que les chiffres que j'avais vus, eh bien, il y avait 60% de contingents dans la MINUSTAH qui étaient de pays francophones. Ce qui prouve que s'il y a cette dynamique de pression, cette dynamique de sensibilisation, on peut y arriver. L'action aussi s'est concrétisée par ailleurs, je pense, au travers de programmes pour renforcer toujours les capacités. Je crois que c'est un rôle important que la francophonie a. Et je pense à l'École de maintien de la paix de Bamako, avec le réseau de recherche sur les opérations de la paix du CERIUM à Montréal, du Centre d'études et de recherche, qui se sont associés dans ce domaine. Parallèlement, je pense que la contribution de la francophonie aux efforts de consolidation de la paix ont touché un autre secteur sensible, celui de la gouvernance démocratique des systèmes de sécurité, puisque de manière croissante, les opérations de la paix s'inscrivent dans le cadre d'un effort beaucoup plus large, comme je le disais tout à l'heure, et la plupart de ces missions deviennent aussi de plus en plus complexes. Les besoins en personnel se font donc sentir dans toute une série de fonctions civiles, que ce soit juristes, analystes, politiques, logisticiens ou médecins, et de police. Et c'est ici l'occasion de souligner, là aussi, une initiative qui avait au départ de la Sûreté du Québec, de Francopol, ce réseau de coopération policière qui maintenant est dans une quinzaine de pays et qui permet justement de participer au travail des opérations de maintien de la paix particulièrement et qui sont en train de développer actuellement un réseau d'unités de cyberpolice. De même, nous avons lié des organisations, l'organisation a noué des liens avec les organisations impliquées dans la formalisation du concept de réforme du système de sécurité, où est présente les Nations unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OCDE, la CEDEAO,
afin de peser sur les orientations normatives et les réflexions doctrinales actuellement en cours de définition ou de révision au sein de ces enceintes internationales. La définition des termes est extrêmement importante. C'est pour ça que le réseau, par exemple, francophone de normalisation est si important, parce qu'aujourd'hui, ceux qui définissent les normes définissent toute la façon dont nous allons vivre demain. Et actuellement, justement, dans ce domaine-là, il est très important d'être présent. C'est dans ce contexte que nous travaillons avec le Bureau État de droit du département des opérations de maintien de la paix sur les actions qui sont menées en matière de renforcement des systèmes de sécurité. Je terminerai sur ce volet en disant qu'en janvier 2014, donc dans ma dernière année, mes 2 dernières années de mandat à Paris, le nouveau réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix, donc une plateforme que nous avons voulu mettre justement fédérative, avec les acteurs qui sont engagés dans le maintien de la paix, notamment les États, les organisations multilatérales, les 16 réseaux institutionnels, les 17 centres de formation au maintien de la paix de 13 pays. Ce qui a permis de développer un fichier d'experts en francophone. Parce que ça, moi, j'ai entendu ça pendant toute ma carrière internationale. Il n'y a pas d'experts francophones. La Banque mondiale, Clément, on n'arrive pas à trouver des francophones. L'Union européenne, on n'arrive pas à trouver des francophones. Ils en ont besoin de moins, puisque les documents qui étaient rédigés à 70% français il y a 20 ans, il en reste 5% aujourd'hui. Donc, il y a besoin peut-être de moins de francophones. Mais ce projet de plateforme collaborative sur les opérations de paix a permis de constituer un fichier d'experts francophones, comme nous le faisons dans d'autres domaines, pour alimenter ceux qui pensent qu'il n'y a pas de francophones experts dans ces domaines, et de même aussi une méthode d'enseignement du français de spécialité pour les militaires, qui s'appelle En Avant. Voilà, en terminant, je vais essayer, sans langue de bois, de faire quelques défis qui se présentent à ceux qui ont pris le relais et à ceux qui sont préoccupés justement par cette question. On peut dire que le bilan de l'action menée à l'échelle internationale en matière de prévention des conflits reste mitigé, même si c'est un domaine où l'évaluation des résultats est difficile à établir, vu la discrétion nécessaire à la conduite parfois de ces actions. Mais les instruments mis en place depuis quelques années pour améliorer la gouvernance devraient produire leurs effets. Deuxièmement, la rareté des ressources consacrées par la communauté internationale à la prévention. Parce qu'il faut faire attention, il y a ce qu'on lit, il y a la rhétorique du discours, mais il y a la réalité que vivent les institutions et les réseaux. Et malheureusement, le secrétaire général de la francophonie, la secrétaire générale aujourd'hui, n'a pas toujours tous les appuis dont elle aurait besoin financiers et politiques nécessaires pour mener aussi loin qu'on le voudrait l'action de la francophonie. Et les États ont toujours refusé, on est arrivé à restreindre le champ d'intervention, mais les États ont beaucoup de difficultés à prioriser, à décider de dire à l'organisation, c'est cette direction-là. Et ça, je crois que c'est un des éléments qu'il faut souligner. Troisièmement, en matière de réaction aux alertes précoces, l'action au plan politique est toujours délicate à engager au vu de la multiplicité des intérêts en jeu et des barrières qui se dressent devant les facilitateurs potentiels. La souveraineté des États, l'absence de volonté chez certains des protagonistes. Peut-on faire la paix à la place de ceux qui n'en veulent pas? Et puis la réelle politique, parfois, auquel on est confronté. Quatrièmement, la complexité croissante des conflits, des contextes et des environnements dans lesquels ils surviennent, ainsi que les difficultés liées à leur gestion, imposent une approche prudente. Elles commandent une recherche constante de solutions originales et adaptées afin de créer les espaces nécessaires de dialogue entre les protagonistes pour les sortir d'une logique de confrontation, surtout lorsque celle-ci est armée, et les amener à une table de négociation et aider à la création de conditions propices à l'émergence de solutions politiques consensuelles. Dans ce cadre, il est fondamental d'encourager et de donner une priorité absolue aux dynamiques endogènes de négociation, contrairement aux solutions imposées de l'extérieur ou ressenties comme telles par les parties prenantes ou par certaines d'entre elles. Si j'avais le temps, je pourrais donner quelques exemples concrets. Cinquièmement, la gestion du temps ne sera plus la même, elle n'est déjà plus la même, elle est forcément différente de ce qu'elle a été. Et on a d'ailleurs constaté que plus il y a cette information qui circule maintenant, et surtout sur le continent africain, eh bien, plus elle s'accompagne d'une plus grande intolérance à l'égard de la classe politique, et vous comprenez bien pourquoi. Sixièmement, le défi, c'est l'urbanisation galopante qui va aggraver les tensions
particulièrement sur le continent africain, un continent d'1 milliard qui sera 2 milliards dans 30-40 ans. Septièmement, l'un des défis les plus importants reste le déficit d'alternance politique pacifique. Hormis quelques cas d'alternance au pouvoir dans certains pays, ça reste marginal. Il est établi que plus l'alternance se fait de manière démocratique et transparente, moins il y a des contestations pouvant déboucher sur des violences post-électorales. Vous avez qu'à regarder, en 2015 et 2016, 20 pays de la francophonie ont vécu ou vivent des élections, et voyez justement ce qui se passe actuellement au Congo, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Tchad, au Niger. Donc, vous comprenez cette remarque, comment elle est importante, et comment l'alternance démocratique apaisée et crédible reste un impératif pour les institutions étatiques. Il conviendra de maintenir cet élément, je pense, comme une priorité. Huitièmement, le Forum Saint-Laurent a abordé de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité vendredi dernier, qui mettent maintenant en danger la stabilité nationale et les équilibres aussi entre nos régions. Les mouvements extrémistes, la montée du terrorisme, la criminalité transnationale, les changements climatiques. S'il est vrai que la lutte contre le terrorisme constitue une priorité, la question des moyens et des méthodes à utiliser pour la mener reste un défi qui est posé à toutes nos sociétés. Pouvons-nous nous permettre, dans ce cadre, de faire l'économie du respect des principes de l'État de droit? La force peut-elle être la seule réponse efficace? Quid de l'éducation, de la culture, des initiatives citoyennes, des actions concrètes en faveur du développement économique et de l'emploi, en faveur de la démocratie de l'État de droit? Enfin, et ça c'est le militant de la langue française que je suis et que je demeure, sans progrès induit par le monde francophone dans son espace éducatif, politique et industriel, l'Afrique prendra d'autres chemins que celui de la langue française. Voilà des sujets que vous aborderez certainement demain et surtout lors des futurs travaux du nouveau Centre Franco-Paix, à qui je souhaite plein succès avec ce proverbe sénégalais wolof qui dit que l'homme est le remède de l'homme. C'est une invitation, chers amis, à la lucidité, à l'espérance, car si les guerres naissent dans l'esprit des hommes, c'est aussi dans l'esprit des hommes que naissent les promesses de paix. Je vous remercie.